Ce livre est tiré d'un fait divers réel et il m'était inconnu jusqu'à ce que l'intérêt et l'émotion qu'il suscitait chez les ados de mon service éveillent ma curiosité. Virgin Suicide. Rien d'étonnant qu'une thématique de suicide ait autant de succès auprès de jeunes adolescents qui pour certains étaient déjà passés à l'acte et pour d'autres y pensaient fortement. Certains avaient pu voir le film, d'autres en avaient reçu l'interdiction sans doute conjuratoire par leurs parents. Le cinéma est ce lieu commun où adultes et adolescents peuvent se rencontrer sans arrière-pensée. En parlant d'un film, ce n'est pas le cinéphile qui sommeille en nous que l'on met en avant, mais nous-mêmes, tout en se protégeant de tout jugement et sans se dévoiler. Il y avait sans doute dans ce film un ressenti et une souffrance qui avaient fait écho à ceux de ces jeunes que l'on suit dans le service. Ils ont probablement perçu la mise en image, en musique, d'un cheminement douloureux et tragique, le leur. Mais du mal de vivre à la mort, y a-t-il une éternité de questionnement, de souffrance et de déchirement appelant la fin comme une délivrance, ou n'y a-t-il qu'un pas rapidement franchi sous l'effet d'une impulsion? L'histoire nous est contée par un groupe d'adolescents amoureux et fascinés par leurs 5 jeunes voisines qu'ils épient, les filles Lisbonne. Ils vont jusqu'à collectionner religieusement comme des reliques tout objet entré en contact ou ayant servi à l'une d'elles, ou tout document ou témoignage pouvant les éclairer sur ce qu'ils ne pouvaient voir, les émois, les chagrins et les joies. Le tout est servi sur un style cru, cynique, parfois romanesque et critique vis-à-vis de l'adolescence, des relations interhumaines et de la société, en l'occurrence ici, l'Amérique puritaine et conservatrice des années 70. C'est un été dans une banlieue tranquille et sans histoire. 5 sœurs se donnent la mort les unes après les autres en l'espace de 13 mois, suscitant autant de réactions que de théories sur la causalité d'une telle tragédie en 5 chapitres. Le chagrin, l'incrédulité, l'incompréhension, la gêne et même la peur d'une contagiosité suicidaire. La première à se donner la mort fut Cécilia la plus jeune, 13 ans. Après une tentative par phlébotomie, elle arrive à ses fins par une défenestration que rien ne laissait deviner lors d'une fête organisée pour la distraire. Après ce drame, la famille se referma sur elle-même et les filles ne sortirent plus que pour aller à l'école ou à l'église, jusqu'au jour où un jeune adolescent téméraire et amoureux réussit le pari de faire accepter aux parents d'accompagner leur fille au bal de fin d'année. Malheureusement, le non-respect du couvre-feu par Luce entraînera une sanction collective avec une interdiction totale de sortir. Les filles se prennent alors à rêver à de lointaines destinations sur des catalogues qu'elles commandent. Et après quelques tentatives de communication avec nos jeunes narrateurs, elles finissent par planifier une mort collective dont réchappera Marie, du moins pendant un mois. Nos jeunes témoins ne se contentent pas de raconter les faits comme ils se sont passés. Ils nous entraînent au cœur de ce qu'ils ont ressenti au fond d'eux, dans une spirale interprétative des événements. Ainsi la nature aurait participé elle aussi au drame en annonçant le premier suicide, celui de Cécilia, par une invasion de mouches des poissons, insectes éphémères. Les ouvriers des cimetières font grève à point nommé. Au-delà de leurs revendications salariales, il fallait peut-être y voir un signe de protestation contre la mort de si jeunes personnes. Une protestation également de la vie, qui aurait voulu les retenir et qui n'avait prévu que des cercueils de taille, entre guillemets, normale, comprendre pour gens en âge de mourir. Et en signe de deuil, les ormes de voisinage succomberont à un champignon et seront abattus par les services municipaux. Mais qui sont donc ces créatures ayant suscité autant d'émoi et de réactions? Les filles Lisbonne étaient une source de curiosité constante pour les gens et un sujet de choix pour toutes sortes de commérages. Des êtres à part, des créatures d'un autre monde que l'on épiait mais que l'on craignait d'approcher. Cette marginalité était-elle volontaire ou défensive devant le sentiment de rejet? Constamment ensemble, elles formaient pour eux une masse uniforme de blondeur et d'yeux bleus qu'on confondait souvent, une seule et même masse éblouissante, comme une congrégation d'anges selon leurs jeunes voisins. Pourtant, elles étaient bien différentes les unes des autres. Cécilia la plus jeune, 13 ans, était la plus originale pour ne pas dire bizarre. Bizarre par sa tenue vestimentaire car elle ne quittait jamais sa vieille robe de mariée blanche, mais également bizarre par son comportement. Elle passait le plus clair de son temps perchée sur un arbre à méditer, ou dans sa chambre à écouter de la musique celtique qui parlait de marais et de roses mortes mélancoliques. Elle était peu loquace et elle n'exprimait pas d'émotion, sauf quand il s'agissait de sujets qui l'intéressaient, comme la triste destinée des mouches de poisson, les espèces en danger, ou les conspirations des Illuminés ou du complexe militaro-industriel. Elle était considérée par les gens comme quelqu'un à part, un caprice de la nature, et il lui prédisait une fin tragique. Sa chambre était un vrai mausolée mystique, où se côtoyaient un mobile représentant les signes du zodiaque, des améthystes magiques, un jeu de tarot divinatoire, de l'encens et un crucifix. Il lui arrivait parfois de s'asperger compulsivement d'eau bénite. Son journal intime est le témoin de son esprit torturé. Elle y dessine des anges, des jeunes filles blondes laissant tomber des larmes bleues, des baleines couleur raisin qui soufflent du sang, ou des poussins qui émergent en pleurant de leurs coquilles brisées. Il est également le témoin de son évolution,
C'est tout d'abord un journal intime pas comme les autres. Elle ne s'y raconte pas. Et les classiques insécurité, lamentations, coups de cœur et rêveries de l'adolescence ne sont en évidence nulle part. Elle traite ses sœurs et elle-même comme une seule entité, et il est souvent difficile de savoir de quelle sœur elle parle. De nombreuses phrases étranges évoquent dans l'esprit du lecteur l'image d'une créature mythique à 10 jambes et 5 têtes. À mesure que le journal progresse, Cécilia s'éloigne de ses sœurs et en fait de toute forme de narration personnelle. La première personne du singulier disparaît presque complètement, produisant un effet comparable à celui d'une caméra qui s'éloigne des personnages à la fin d'un film. Sa prose précoce se tourne vers des sujets impersonnels, comme la publicité d'un Indien qui descend dans son canoë, les larmes aux yeux, un cours d'eau pollué, ou le décompte des morts de la guerre du soir. De l'invective, elle passe sans transition à ses rêveries poétiques. Elle fut la première à attenter à ses jours en s'ouvrant les veines dans la baignoire une image de la Vierge Marie dans une main. Une mise en scène minutieuse de sa fin, rappelant à certains qui pensaient à un amour déçu les suicides des Romains dans l'Antiquité quand la vie leur était devenue insupportable. Le psychiatre qui l'a pris en charge diagnostiqua sa tentative non comme une réelle volonté de mourir, mais comme un appel à l'aide et un acte d'agression inspiré par la répression des poussées libidinales adolescentes, et recommanda aux parents d'assouplir leurs règles. Au Rorschach, elle répondit à 3 tâches différentes la même chose. Une banane. Puis elle vit également des barreaux de prison, un marais, une coiffure afro, et la terre après une explosion atomique. Quand il lui fut demandé pourquoi elle avait essayé de se tuer, elle répondit simplement « C'était une erreur ». Moins d'1 mois plus tard, elle récidive, cette fois de manière plus radicale. Elle se jette par la fenêtre de sa chambre le soir d'une fête organisée pour la distraire et s'empale le cœur sur une pique de la grille du jardin. Peut-être lasse d'être le témoin impuissant de la cruauté de ce monde, a-t-elle, dans sa tenue de vierge sacrifiée, pris son envol pour d'autres contrées plus heureuses. Luce, l'avant-dernière des Lisbonne, âgée de 14 ans, est aux antipodes de sa plus jeune sœur. Elle ne voit que le meilleur et prend le plaisir où elle le peut, les plaisirs devrais-je dire, même et surtout ceux qui sont interdits. Espiègle et cynique, elle ne rechigne devant aucun risque. À l'affût des sensations fortes, allant jusqu'à faire l'amour sur le toit de sa propre maison avec de parfaits inconnus. Mais ces relations amoureuses frénétiques d'un soir ne lui apportent même pas la satisfaction du pendant. Ses partenaires la surprenaient à l'acmé de leurs ébats, les yeux ouverts, silencieuses, voire ennuyées. Elle avouera qu'elle ne pouvait pas vivre sans une activité sexuelle régulière, pourtant. Même le seul jeune homme dont elle sembla tomber amoureuse et auquel elle céda rapidement ne sut lui donner ce sentiment de plénitude et de béatitude qu'elle cherchait sans doute plus que la transgression. Et au cœur de l'émotion, elle se mit à sangloter en disant « Je gâche toujours tout, toujours. » Fatalité et tristesse en lieu et place d'amour et satisfaction. Des risques, elle en prenait beaucoup, à commencer par une contraception inexistante voire farfelue, allant du jus de tomate au fromage battu, en passant par le vinaigre, des mixtures peu connues pour leurs vertus spermicides ou protectrices contre les MST. À l'occasion d'une hospitalisation, le psychiatre ayant suivi Cécilia lui proposa son concours qu'elle refusa. Ce sera interprété par le docteur Honecker comme un déni de la dépression due au traumatisme qu'a constitué le suicide de sa sœur, et que son contentement devant l'absence de grossesse avait quelque chose de maniaque. Excès de volubilité ou faux-semblant? Outre son goût certain pour la comédie comme activité parascolaire, certains témoignages diront qu'une grande part de son attitude semblait jouer. Insaisissable Luce. Quel rôle jouait-elle? Pourquoi? Et pour cacher ou pour fuir quoi? À la liste des excès, il y a également le tabac. Elle fumait depuis déjà 2 ans. Et la cigarette, et le visage qu'elle a choisi de donner à sa mort. Non pas de cette mort lente qu'aurait pu lui apporter un cancer du poumon, mais d'une fin plus rapide. Un tête-à-tête avec la mort dans un garage, une orgie, le monoxyde de carbone comme le révélera son autopsie. Apothéose et dernier acte d'une courte vie prématurément usée à chercher la limite ultime, à refuser de se soumettre. On dira d'elle en guise d'épitaphe, la majorité savait qu'elle était une fille en danger ou désireuse d'attraper la mort. Sur les 3 autres sœurs plus discrètes, il existe très peu d'éléments. Bonnie, 15 ans, était une jeune fille timide et réservée dont la description physique de ses jeunes voisins est peu élogieuse. Ainsi, selon eux, elle aurait le teint plombé, le nez effilé d'une religieuse, les yeux larmoyants et le cou long. Son succès auprès des garçons n'avait de toute façon pas l'air de la préoccuper.
et le seul garçon qu'elle eût jamais embrassé ne la rappela jamais comme il le lui avait promis en rentrant du bal. Elle s'intéressait aux choses religieuses et participait aux réunions des amitiés chrétiennes. Mais sa foi dut la quitter lorsqu'elle tenta de mettre fin à ses jours. Elle mit tranquillement ses affaires dans une grande malle, dont elle se servit pour se hisser jusqu'à la corde, pour le grand voyage, dans un décor de festin inachevé. Marie, 16 ans, semble appartenir à un autre âge. Elle danse à l'ancienne, se passionne pour le chant, la couture et les musées, arbore une attitude hautaine et pincée, et est très soucieuse de son image et de ce qu'elle renvoie à l'autre. Ainsi, elle passait des heures devant le miroir à se regarder sous toutes les coutures. Elle ira même jusqu'à se maquiller et mettre des vêtements de deuil pour sa propre mort. Elle semblait vouloir contrôler son image jusqu'au bout, de peur que le travail des employés des pompes funèbres ne trouve pas grâce à ses yeux, peut-être. Le psychiatre ne trouva pas de profil psychotique, et les résultats de ses tests montrèrent, dixit le docteur Honecker, une adolescente relativement bien adaptée. Nous avions fait remonter sa sérotonine et elle avait l'air bien. Et il préconisa une thérapie pour soigner le traumatisme. Pourtant, ni le traitement sérotoninergique ni la thérapie n'empêchèrent Marie de mettre fin à ses jours, un mois après ses 3 sœurs, par voie médicamenteuse. Une méthode qu'elle jugea probablement plus efficace que le gaz du four qu'elle avait utilisé la première fois. Une manière pour elle, peut-être, de changer d'air, de respirer. Air, vapeur, gaz, des éléments qui rappellent étrangement un dessin qui fut retrouvé dans son casier. Il représentait une fille en natte, courbée sous le poids d'un gigantesque rocher, les joues gonflées, les lèvres arrondies, exhalant de la vapeur en nuages, contenant le mot pression repassé en noir. Faudrait-il voir dans l'énorme roc écrasant un parallèle avec l'autorité maternelle? Et de pression en dépression, a-t-elle déclaré forfait et en avait-elle appelé à la mort? Et enfin Thérèse, la plus âgée des Lisbonne, 17 ans, s'intéressait à la science. Elle participait aux colloques scientifiques et cherchait tous les moyens d'élargir ses connaissances. Elle rêvait d'intégrer l'université et avait même demandé de la documentation à peine quelques jours avant son décès. Pourtant, aucun signe ne trahissait de souffrance ni de désespoir. Mais y en a-t-il toujours? Rien n'est moins sûr. Son esprit vif et sa soif de compréhension la fera s'étonner de l'invitation des garçons au bal et demander à son cavalier si la pitié avait quelque chose à y voir et s'il les croyait, elle et ses sœurs, folles. Puis il dit « Cécilia était bizarre, mais pas nous. On veut juste vivre, si on veut bien nous laisser. »